Puis on va essayer de trouver une place aussi pour les insuffisants rénaux, voir si vraiment l'impact de différentes modalités peut être différent. Et ça, c'est un exemple avec l'insuffisance rénale, le PET scan. Encore là, je vais essayer de vous mettre ça en résumé. Si on a un mismatch au PET scan, ça veut dire qu'une région va être perfusée bien ou relativement bien, va être perfusée mal, désolé, ou manque de perfusion, manque de sang apporté dans la région du myocarde, mais on voit que les cellules sont actives là-dedans. Il y a de l'activité métabolique. Fait que ça, c'est un mismatch. Les cellules sont vivantes, mais ne reçoivent pas assez de sang. Et on voit que dans ces patients-là, quand on a utilisé le PET scan pour déterminer s'il y avait de la viabilité puis qu'on devrait revasculariser, ils finissaient mieux, les patients. Donc, et surtout, s'ils avaient de l'insuffisance rénale. Donc, les patients les plus malades, souvent qui n'ont pas eu d'angiographie dans la dernière année, vont bénéficier d'une modalité d'imagerie avancée. Puis hier, le docteur Lepage nous a parlé, et un peu ce matin, de stage viabilité, plus surtout ce matin. Il ne nous en a pas vraiment parlé, il n'a pas voulu s'embarquer là-dedans, mais un des plusieurs défauts de cette étude, c'est que la seule modalité d'imagerie utilisée pour la viabilité, c'était le SPECT, la scintigraphie myocardique standard. C'est pas pareil qu'utiliser la résonance magnétique ou le PET scan. Et c'est une des choses qu'on va regarder là, dans ImageHF. Fait que on ne fera pas un cours de médecine nucléaire, donc on passe à des affaires plus cardiologiques. Donc, est-ce que je ne recommencerai pas ce que le Dr. Madar a dit sur les médicaments? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en gros, là, c'est bien raisonnable. Sauf ici, j'ai trouvé, là, juste pour essayer de faire l'avocat du diable, mais non, vous avez dit quelque chose qui ressemblait à ça. Un rapport très récent dans Circulation Heart Failure, où ils ont regardé dans SOLVE ce qui arrivait quand le taux de filtration augmentait de 20 et plus à 14 jours. Les patients chez qui ils avaient arrêté les ACE à cause de ça, l'énalapril, ou ils ne l'avaient pas arrêté. Puis finalement, ceux chez qui ils l'avaient arrêté, ils allaient plus mal au long cours que ceux chez qui ils ne l'avaient pas arrêté. Donc, ils nous disent qu'on pense que c'est pas si grave, il faut vraiment, c'est sûr que là, c'est double sa créatinine, on peut voir des cut-offs comme 30 puis dire on va baisser la dose, et ce que le Dr. Madar a dit, on va baisser de 50 on va réévaluer, si ça ne s'améliore pas, on va le cesser, on mettra hydralazine nitrate aussi, qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans notre discussion. Mais ils nous disent aussi que c'est peut-être plus le type d'insuffisance rénale qui est important, et du même auteur, paru quasiment en même temps dans un autre journal, ils nous rappellent que le ratio urée sur créate, à partir de 3 grands essais cliniques, là, serait peut-être plus important que le taux de filtration glomérulaire ou la créatinine seulement. Donc, ça nous dit plus une atteinte prérénale, c'est plus grave en termes de pronostic qu'une atteinte qui est moins prérénale, si on veut. Et là, je reprends le schéma sur le type 1. On ne recommencera pas, c'était juste pour... je l'ai mis en noir, ça faisait changement. Non. Alors ici, je vais vous parler de Rose. Est-ce que le nésiritide est mort, Dr. Lepage? On ne sait pas. Alors, et Simon en a dit quelques mots ce matin. Donc, ça, c'est Rose, c'est Renal Optimization Strategies Evaluation in Acute Heart Failure, Rose AHF. Ça fait partie c'est une des études du Heart Failure Network à laquelle on participe, pour le moment en tout cas. Et donc, il faut identifier les patients dans les 24 heures d'une insuffisance cardiaque aiguë. Taux de filtration glomérulaire entre 15 et 60 par l'équation MDRD, puisque l'étude a été designée comme ça. Et on a 3 bras. Ici, on essaie là, de sauver la fonction rénale, de ne pas voir apparaître un syndrome cardio-rénal plus marqué. Et donc, on va avoir un dosage optimal des diurétiques versus une infusion de placebo, diurétique plus dopant à dose rénale. On pensait que c'était mort, mais non. Dans les dernières années, il y a eu des études qui montraient quand même qu'au niveau de la préservation de la fonction rénale, il pouvait y avoir un impact. Et l'autre bras, c'est une nésiritide à faible dose. Avant Ascend, il y avait une méta-analyse qui nous disait que peut-être que le nésiritide tuait les reins. Ascend a démontré que ce n'était pas vrai. La fonction rénale n'était pas plus abîmée qu'avec d'autres choses. Maintenant, ça, c'est en causant peut-être de l'hypotension puis d'autres effets secondaires. Fait qu'ils se sont dit, si on met une dose beaucoup plus faible, peut-être qu'on va réussir à avoir un impact sur la fonction rénale, à l'améliorer. Donc, ce sont les bases de l'étude.
Et ici, ils ont été un peu plus avant-gardistes en termes de biomarqueurs. C'est le cystatin C qu'ils ont choisi à 72 heures comme issue primaire. Et puis, regarde aussi le volume urinaire. 360 patients, on est rendu au 25 septembre à 126. Et merci Hélène pour les diapos, la mise à jour sur le sujet. Le taux de filtration, bien, Dr. Ducharme en a parlé hier, Dr. Mador en a parlé ce matin. Fait que moi, je vous parle juste, dans le fond, vous avez déjà entendu les bénéfices potentiels. De l'étude CARES-HF, je pense que Dr. Ducharme en a glissé un mot, mais je vais juste dire que ça achève bientôt. Fait qu'on devrait l'avoir se faire présenter peut-être en 2012. 174 patients sont enrôlés sur 200, peut-être en 2013 aussi, il ne faut pas exagérer non plus. Randomisation 1 pour 1, temps de filtration versus le traitement pharmacologique gradé. Donc, le patient est admis pour de l'insuffisance cardiaque aiguë. Il faut qu'il y ait une augmentation de la créatinine par rapport à sa créatinine à l'arrivée de 26 micromoles par litre. Et ça, c'est à l'intérieur de 7 jours de son admission ou si c'est avant son admission, dans les 7 jours avant. J'ai un patient qui avait des doses de diurétique en augmentation avant son admission pour de l'insuffisance cardiaque. Et il demeure avec une surcharge volumique, c'est-à-dire que s'il y a un cathéter de Swann, on va dire un wedge en haut de 22 et au moins de l'édème 2+, et ou de l'édème pulmonaire ou des épanchements pleuraux. S'il n'y a pas de cathéter pulmonaire, il faut avoir au moins 2, édème 2+, jugulaire distendu, crépitant ou épanchements pleuraux. Et là, le traitement pharmacologique, c'est finalement qu'on ajuste les diurétiques dans les premiers 2 jours pour maintenir 3 à 5 litres de diurèse par jour. Après 48 heures, si le débit urinaire est toujours inadéquat, on considère la DO par la DOBU ou un vasodilatateur, dépendant de la fraction d'éjection puis de la tension artérielle. Et puis après, on peut décider de sortir de cet algorithme-là pour les raisons qu'on doit citer sur le CRF, mais choisir notre propre traitement. OK, j'achève. Alors, l'endpoint primaire, eux autres, ils ont été moins avant-gardistes en termes de biomarqueurs. Ils sont restés, peut-être parce que c'était déjà assez compliqué de même, avec l'ultrafiltration qui n'est pas si compliqué que ça, mais disons qu'il y avait plusieurs, parce qu'on les histoires de voie centrale et tout ça, sans rentrer dans les détails, mais ils sont restés avec la créatinine et le poids à 96 heures comme objectif primaire. Ce n'est pas des études de mortalité, là, hein. On essaie de préserver la fonction rénale. Mais on le sait que la fonction rénale, c'est prédicteur de mortalité en insuffisance rénale aiguë comme chronique. Donc, en conclusion, on essaie de trouver des biomarqueurs, et on en trouve, pour identifier plus rapidement le syndrome cardio-rénal en insuffisance cardiaque aiguë et pour mieux évaluer l'impact pronostique de la fonction rénale en insuffisance cardiaque chronique. Et on tente de trouver des nouvelles approches pour réduire l'incidence et l'impact du syndrome cardio-rénal. C'est tout. Ah, non, c'est pas tout. Je m'excuse. Alors ça, les coordinateurs, ou ici nos infirmières aussi, en clinique d'insuffisance, ils peuvent assurer l'intégrité des données et le succès des études ou du traitement du patient.